Bonjour, bienvenue à ce nouveau Mardi de l'Iris. Je reçois aujourd'hui Olivier Dallage qui a publié aux éditions Générales ce bouquin, L'Inde, un géant fragile. Alors, on parle d'une guerre possible entre l'Inde et le Pakistan. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Donc, il y a tout juste une semaine, mardi 22, des touristes indiens au Cachemire, dans la localité de Pahalgam, où il y a un glacier, c'est assez original et le tourisme s'est pas mal développé, ont été attaqués par un groupe inconnu qui a sélectionné les hindous et a abattu 26 personnes, 25 touristes indiens et un Népalais. Et donc forcément, ça a provoqué un choc énorme, d'autant qu'après des décennies de marasme, le tourisme reprenait un petit peu au Cachemire. L'an dernier, il y a eu 3 millions de touristes venus des différentes régions de l'Inde, et donc c'est une attaque très directe contre l'économie du Cachemire et le projet du Premier ministre indien Narendra Modi de présenter le Cachemire comme une région pacifiée. Alors, le Cachemire est contrôlé en grande partie par l'Inde, mais il y a des contestations et c'est vraiment la pomme de discorde la plus importante, plus qu'une pomme de discorde entre l'Inde et le Pakistan. Ça a été la première cause de la guerre entre l'Inde et le Pakistan en 1947-48. Et à l'issue de cette guerre, il y a eu une sorte de partition de fait et non pas une partition juridique. Et ça a donné lieu à d'autres guerres qui se sont terminées par un accord signé en 1972 au lendemain de la guerre de 71, définissant non pas une frontière, mais ce qu'on appelle une ligne de contrôle. Donc c'est une sorte de ligne de démarcation en quelque sorte. Et même depuis lors, il y a eu de très nombreux incidents. Et puisqu'on parle de guerre, il y a eu un conflit limité, mais un conflit quand même, sur les hauteurs de l'Himalaya à Kargil en 1999. Et là, en fait, l'Inde avait aboli le statut d'autonomie du Cachemire, et il y a une révolte qui, selon l'Inde, est alimentée de l'extérieur. Alors, il y a plusieurs éléments là-dedans. Il ne fait aucun doute que les services secrets pakistanais soutiennent politiquement et financièrement et militairement des mouvements séparatistes ou terroristes à l'intérieur du Cachemire indien. Le Cachemire était un État qui avait obtenu, en échange de son rattachement à l'Union indienne, c'était après la partition, un statut particulier consacré par un article de la Constitution, le fameux article 370, qui donnait notamment un contrôle des Cachemiris sur qui pouvait acheter des terres au Cachemire et d'autres choses. Une certaine indépendance. Il faut dire aussi que le Cachemire est le seul État parmi tous les États indiens à majorité musulmane. En 2019, au lendemain de la victoire électorale qui l'a reconduit au pouvoir, Narendra Modi a fait supprimer par le Parlement cet article 370 et a instauré un contrôle direct par New Delhi des institutions. Et beaucoup de personnes ont été arrêtées ou mises en résidence surveillée. L'Internet a été coupé. Enfin, c'était assez... Une répression assez dure quand même. Assez dure. Promettant un avenir meilleur et une normalisation. Cette normalisation commençait à la voir venir avec l'arrivée de touristes venus de tout le continent indien, enfin en tout cas de toutes les régions de l'Inde, et clairement cet attentat visait à mettre un coup d'arrêt à ça et à montrer que en fait il n'y a aucune normalisation au Cachemire. Est-ce qu'il y a toujours une révolte populaire? Est-ce que c'est la population musulmane du Cachemire qui rejette le fait d'être indien ou c'est une minorité armée? Non, je pense que l'écrasante majorité de la population du Cachemire voulait conserver une forme d'autonomie et ne voyait pas d'inconvénient à être rattaché à l'Union indienne à ces conditions et a probablement mal vécu la suppression de l'article 370. Les mouvements séparatistes eux-mêmes, en particulier les mouvements armés, représentent une toute petite minorité de la population. D'accord. Alors, qu'est-ce qui permet à l'Inde de mettre en accusation le Pakistan? Peut-être des renseignements que nous n'avons pas, et très certainement, en tout cas, une longue histoire d'intervention des services secrets pakistanais directs ou plus généralement à travers des mouvements autonomes mais envoyés à travers la frontière. Là, en l'occurrence, c'est un mouvement complètement inconnu, mais qui est généralement considéré, en tout cas par les Indiens, comme une émanation du Lashkar-e-Taiba, qui est un mouvement séparatiste, terroriste, qui est aussi l'auteur, par exemple, des attentats de Bombay en novembre 2008. Qui ont fait des centaines de morts. Qui ont fait des centaines de morts et encore plus de blessés. Alors, les relations entre l'Inde et le Pakistan sont un peu sous le régime de la douche écossaise, si j'ose dire. Il y a des périodes de rapprochement et des périodes, au contraire, de multiples tentatives de rapprochement ont eu lieu, mais il y a vraiment le passé n'a jamais été réellement soldé. Il y a toujours, en fait, une ligne de confrontation.
La dernière tentative de rapprochement a suivi l'élection du BJP de Narendra Modi en 2014, donc lors de son accession au pouvoir. Mais 2 ans plus tard, il y a eu un attentat dans une caserne de militaires indiens au Cachemire, ou près du Cachemire, qui a fait de nombreux morts, et l'Inde a répliqué par ce qu'elle a appelé des frappes chirurgicales. En 2019, 40 paramilitaires indiens des forces de frontière ont trouvé la mort lors de l'explosion d'un engin explosif sur la route. Ça a donné lieu à des attaques aériennes à Balakot, au Pakistan même, pas dans la partie pakistanaise du Cachemire, mais dans le territoire vraiment pakistanais, proprement pakistanais et non disputé. Et là, à la suite de ces assassinats, puisque les personnes ont été exécutées une par une après qu'on leur ait demandé leur religion quand même, donc c'est pas juste des dégâts collatéraux. Eh bien, Modi, qui était en Arabie Saoudite, a interrompu sa visite. Lors d'une visite dans l'État du Bihar, où il y aura des élections bientôt, il a promis, en s'adressant en anglais, ce qu'il ne fait quasiment jamais, qu'il pourchasserait les auteurs de l'attentat où qu'ils soient, et qu'il raserait les refuges des terroristes. Là, la marine indienne a sorti son nouveau porte-avions et un groupe aéronaval et ont fait des essais de missiles dans la mer d'Arabie au large du Pakistan. Il est évident qu'on s'attend à des frappes militaires plus importantes que celles de 2016 et de 2019. Alors bien sûr, l'inquiétude, c'est que les 2 pays sont dotés de l'arme nucléaire. D'un côté, depuis qu'ils ont l'arme nucléaire, il n'y a plus de guerre de grande ampleur comme auparavant, mais on craint toujours l'escalade et l'engrenage incontrôlé. Oui, alors dans la réaction aux décisions initiales de l'Inde, de suspendre le traité de partage des eaux de l'Indus, de fermer des postes frontaliers, d'expulser tous les Pakistanais vivant en Inde et d'autres mesures. C'est quand même des mesures très fortes. Oui. Ce sont des mesures diplomatiques, on va dire, mais fortes. Le Pakistan a répondu que la suspension du partage des eaux de l'Indus serait un acte de guerre, qui se réservait la possibilité de suspendre l'accord de Simla qui avait été signé au lendemain de la guerre de 71, et tous les autres traités et accords entre l'Inde et le Pakistan. Ça reste assez vague. Pour le moment, ce sont juste des menaces ou des promesses d'action. Rien ne s'est encore véritablement fait. Mais bien entendu, on rentre dans une zone totalement incertaine, puisque par exemple, les 2 traités en question, enfin notamment l'accord de partage des eaux, signé en 1960 à l'instigation de la Banque mondiale, avait survécu à 2 guerres indo-pakistanaises, 65 et 71. Là, on sort de l'épure traditionnelle. Pourquoi cette réaction si forte de Modi jusqu'à expulser des Pakistanais qui vivaient depuis assez longtemps en Inde? Il répond à une demande du public ou il pense qu'il faut que le Pakistan est faible et que c'est le moment de frapper? Il y a toutes ces raisons. L'Inde a réussi à isoler diplomatiquement le Pakistan, qui n'a aujourd'hui que le soutien de la Chine. Et la Chine ne s'est pas trop exprimée là-dessus. Enfin, la Chine, comme le Pakistan d'ailleurs, qui est membre du Conseil de sécurité actuellement, a condamné l'attaque. Et bien entendu, le Pakistan n'a pas revendiqué la moindre responsabilité, bien au contraire. Donc la faiblesse du Pakistan, qui est isolé et qui en plus a des difficultés financières qui risquent de le mettre à nouveau sous la tutelle du FMI, le soutien obtenu par l'Inde de pratiquement tous les pays du monde suite à cette attaque, le sentiment que c'est de la légitime défense, et puis l'aspiration de l'Inde à être une grande puissance. Elle ne peut pas faire moins que les États-Unis quand ils sont frappés, qu'Israël quand il est frappé, que la Russie quand elle est frappée, etc. etc. Et puis il y a des campagnes électorales. Modi se présente comme un nationaliste et il a souvent attaqué les gouvernements précédents pour leur faiblesse, donc il doit montrer de la fermeté. Alors, jusqu'où cela peut aller? Parce que, bien sûr, s'il y a des frappes indiennes, la tentation du Pakistan, ça sera de répliquer, de ne pas apparaître comme faible, justement parce qu'il est faible. Comment est-ce que l'on peut encore contrôler l'escalade? C'est toute la question. Une possibilité est que les Pakistanais ne ripostent pas. Une autre, c'est qu'ils ripostent de façon très calibrée en envoyant des missiles frapper des maisons vides ou voire se planter dans le désert. Un peu comme pour l'Iran, Israël. C'est une comparaison qu'on peut faire. Et puis, on ne peut pas écarter aussi la possibilité que l'armée pakistanaise décide d'en découdre. Alors, jusqu'où ça irait, c'est très difficile à dire, parce que... Mais elle n'a pas les moyens de résister à l'armée indienne. C'est complètement inégal. S'il y a une guerre à outrance, l'Inde est évidemment vainqueur dans tous les cas de figure, sauf évidemment à recourir à l'arme nucléaire, ce qui est quand même pas le cas de figure le plus vraisemblable. Et je pense que la Chine en particulier, qui est le seul parrain
mais un parrain assez interventionniste du Pakistan, s'il y avait la moindre tentation, ferait en sorte que ça n'ait pas lieu. Mais le risque de dérapage d'un conflit, comme il y en a eu d'autres, est réel. C'est très difficile d'évaluer les chances. Est-ce que tu penses qu'il y a des connexions entre l'Inde et la Chine pour tempérer une éventuelle réaction pakistanaise? Si c'est le cas, on n'est pas au courant. D'accord. Merci Olivier de nous permettre de voir plus clair par rapport à un risque quand même assez grand d'un conflit majeur dans une zone extrêmement importante.